Nicolas Mouès, donc je suis ravi de te recevoir sur, Comptoir IA. Nicolas, donc toi, tu es basé à Bruxelles, tu es directeur, tu es spécialisé sur la gouvernance européenne, sur l'intelligence artificielle. Tu travailles, à la Future Society. Ouais. Ça fait un bon moment, hein, je pense que ça fait quelques années, Mhm. que tu travailles sur ce sujet, bien avant, ChatGPT. Je crois que tu travailles aussi un petit peu avec l'OCDE, et voilà, et j'ai rencontré quelqu'un avec qui tu travailles récemment, encore un autre Nicolas qui s'appelle Nicolas Mial, Mhm. que j'ai trouvé, super, qui m'a appris plein de choses quand on s'est vu. On va bientôt déjeuner. Donc Nico, on est ravi de te recevoir. Est-ce que tu peux m'en dire un petit peu plus justement sur tes activités et les institutions justement dans lesquelles tu travailles? Ouais, bien sûr, bien sûr. Et tout d'abord, merci beaucoup hein, pour l'invitation. C'est toujours chouette de discuter de ces thématiques et de cette problématique aussi de la transition avec la technologie IA. Pour ce qui est de mon travail, bah oui, tu l'as mentionné, je travaille principalement à The Future Society. Je suis directeur pour la gouvernance européenne de l'IA à The Future Society. Ça fait déjà plus de 5 ans maintenant que j'ai rejoint ce think tank. Avant ça, j'étais à Bruegel et je travaillais sur l'impact économique et sur la politique d'innovation de l'Union européenne en matière notamment d'IA et de digital. Et pour l'instant, mes activités donc, en dehors de The Future Society sont avec l'OCDE, où je suis membre des groupes d'experts sur l'IA. Je suis aussi dans la standardisation, donc la normalisation technique en tant que citoyen, enfin expert belge pour l'intelligence artificielle. Donc au comité GTC 21 de Sensenelec, qui est l'organisme de normalisation au niveau européen, et au niveau international au SC42 de l'Organisation internationale de la standardisation. Mmh. D'accord, d'accord, donc super intéressant. Tu participes, à plein d'organisations, plein d'institutions, sur l'IA. Tu fais ça depuis un moment. Heu, donc grosso modo, ça fait 5 ans que tu es sur le sujet de la gouvernance IA? Oui, donc 5 ans où je suis vraiment sur la gouvernance de l'IA et un an, peut-être même 2, 3 ans en plus que ça, où je faisais plutôt sur l'impact de l'IA pour tout ce qui est innovation, économie, sécurité sociale et tout ça. Donc Nicolas, comment est-ce que tu as vécu donc cette année, 2023 avec, l'arrivée notamment de ChatGPT? Oui, ben, ce qui est intéressant pour la gouvernance de l'IA, c'est que donc, j'interagis principalement avec des législateurs et des décideurs au niveau européen, un peu d'autres aussi, mais déjà depuis août 2022, en fait, avec l'arrivée de Stable Diffusion, on a eu pas mal de décideurs qui nous ont contactés et qui m'ont contacté un peu pas en panique, mais inquiet de voir l'évolution de la technologie et de se dire, ben voilà, on est en train de faire une législation sur l'IA et bah, apparemment c'est pas le plus, enfin ça évolue quand même très très vite au niveau de la technologie. Donc en août 2022, pardon, il y avait déjà cette augmentation un peu de tension. Certains journalistes aussi ont commencé à nous contacter. Et puis alors en décembre, donc le 1er décembre avec ChatGPT, c'était juste avant la période de recess, on va dire, des législateurs. Ça a commencé vraiment à augmenter. Et puis alors, en février 2023, avec Bing Chat et ce lancement de produit assez catastrophique, ils ont quand même eu ouais, il y a quand même eu, les législateurs ont commencé vraiment à avoir 10 fois plus inquiets que ce qu'ils étaient 3 mois auparavant. Donc 2023 a vraiment été une année où on a vu une explosion non seulement de la technologie, mais une explosion presque parallèle de l'intérêt pour la gouvernance des technologies d'IA à usage général et d'IA générative. Hein. Donc ça a été Ouais. franchement une année assez difficile. Oui, oui, donc d'accord. Donc toi, ton activité, elle est directement corrélée en effet,
à l'explosion de cette IA. Je pense qu'on pourrait presque retrouver derrière, la corréler aussi même à la consommation en termes de GPU quoi. Heu, donc heu Ouais, ouais. écoute, c'est super intéressant. Donc petite question, la question classique, est-ce que pour toi ChatGPT a passé le test de Turing? Ah, oui, oui, je pense que, franchement, il suffit de parler, 1 heure ou 2 avec, ChatGPT 3.5 pour, très facilement il faut faire un effort pour, se rappeler, même en étant un expert sur le sujet, pour se rappeler que ce n'est pas un être humain de l'autre côté. Donc, Mmh. voilà, c'est bien sûr, le test de Turing a plein de définitions différentes. On peut changer la grille d'évaluation, comme on le veut, mais c'est vrai qu'il y a et on le voit aussi, cette anthropomorphisation des chatbots. Hein, c'est vraiment quelque chose qui montre que, voilà, de facto, ça a l'air d'être passé quand même. Le test de Turing, les gens ont l'impression Mmh. d'interagir avec un être humain de temps Bien en sûr. temps. Malheureusement, et ça a de grosses portées d'un point de vue santé mentale, hein, bien sûr. Je comprends. Oui, on reviendra là-dessus. Ton outil préféré, l'outil d'IA générative que tu utilises le plus? Ce serait ChatGPT, oui, mais Mmh. bon, Claude n'est pas très loin derrière. En général, j'ai les deux ouverts en Mmh. parallèle pour qu'il y en ait un qui check sur l'autre. Écoute, j'utilise de plus en plus Claude, moi aussi. C'est vrai que ça fonctionne assez bien quand même, hein. Ouais, 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 Et absolument. C'est notamment beau. sur, si tu travailles avec des PDF, j'ai découvert en tout cas que c'était, en ce moment, donc en octobre 2023, beaucoup plus, pratique qu'avec ChatGPT. J'aimerais te Ouais. poser une question, Nico, c'est qu'est-ce que, on a vu, ben, tu sais le moratoire Future of Life, je Ouais. pense que peut-être que vous avez travaillé dessus aussi, avec la Future Society. Heu, non, Mmh. vous n'avez pas travaillé dessus, mais qu'est-ce qu'il en est aujourd'hui de ce moratoire? Qu'est-ce qu'il en reste? Et tu vois, au final, donc sur l'interdiction des modèles, plus, la proposition d'interdiction et de moratoire sur les modèles, plus évolués que GPT-4. On avait vu donc tous les signataires, on ne savait pas trop qui avait signé vraiment ou pas, on ne savait pas quelles étaient leurs intentions, notamment Elon Musk, qui est juste dans la foulée Mmh. derrière acheté 40 000 GPU et créé, xAI. Est-ce que c'était à Ouais. arrêter? Qu'est-ce qu'il en reste aujourd'hui de ce moratoire selon toi? Alors, je pense que voilà, ce moratoire si je me souviens bien, est arrivé en mars ou en avril, Ouais, ouais, 2023 ouais. et ça a Tu clairement, l'as signé? moi, je ne l'ai pas signé. J'ai des collègues qui l'ont signé, mais moi, D'accord. personnellement, je ne l'ai pas signé. Il y a plusieurs raisons, voilà, entre nerds de la gouvernance de l'IA, il y a pas mal de raisons pour lesquelles je trouve que, voilà, il faut peut-être, sur la terminologie ou quoi, enfin bref, il y a pas il y a plein de raisons pour lesquelles j'aurais pu signer et il y a aussi plus de raisons ici pour lesquelles je n'ai pas signé. Mais j'ai plusieurs collègues qui ont Mmh. signé ce moratoire pour de bonnes raisons, je crois. Ce qu'il en reste de ce moratoire, c'est vraiment cette idée que, au fait, il y a un risque qui vient avec l'IA d'usage général. Hein. Je pense que c'est cette lettre qui demandait pour une pause, un moratoire sur l'IA, a vraiment mis en lumière les risques qu'on avait déjà vus un peu avec Bing Chat, qui s'est un peu passé en mode un peu plus agressif ou un peu moins confortable, on va dire. Oui. Et donc, là, ça vraiment, ils ont pu mettre en exergue cet aspect de risque systémique, cet aspect de risque au niveau macroéconomique, on va dire, plutôt que le risque au niveau microéconomique qu'on avait vu euh, répété des centaines de fois dans les journaux pendant les 2 mois auparavant. Je crois que d'un point de vue politique, on a vu la lettre du Parlement très peu. Enfin, voilà, elle n'a pas été très couverte, mais il y a eu une lettre du Parlement européen où les législateurs en charge de développer le texte du Parlement, le texte de compromis du Parlement sur l'acte IA, euh, ont tous dit, ben voilà, ils ne sont pas d'accord avec les propos les plus alarmistes
de la lettre, mais il voit vraiment le besoin, en effet, de capturer, de mitiger ce risque plus systémique ou plus sociétal de l'IA. Et c'est pour ça qu'ils ont, c'était en partie pour ça qu'ils ont mis en avant des règles spécifiques pour l'IA d'usage général, proportionnées au risque, bien sûr. Donc, ça veut dire que si c'est une IA d'usage général très peu puissante, très peu capable, il n'y a pas de règles. Mais si c'est quelque chose qui peut vraiment devenir un modèle fondation, un modèle de base, eh bien, il y aurait des règles pour ça. Donc, ça, c'est par exemple pour moi, c'est la traduction de ce moratoire qui était peut-être un peu plus aussi pour le média, pour attirer l'attention du média. La traduction, en effet, en Ouais, pragmatique ouais. politique a au fait été accomplie par le Parlement européen, je crois. Je ne pense pas que D'accord. donc ceux du Future of Life Institute, hein, l'organisme qui a mis en avant ça, je ne sais pas s'ils sont tout à fait satisfaits du résultat, D'accord mais en et tout cas, pour ça fait bouger préciser le débat. bien sûr, d'accord. Oui, oui, tout à fait, tout à fait d'accord. Ensuite, après, ça a été suivi aussi par la lettre là de les c'était quoi? Les 26 mots là, c'est ça? Pour déclarer que, Ah tu oui. sais, que l'IA présentait un risque, qui pouvait être comparable à celui de l'arme nucléaire, par Ouais. exemple. Oui, oui, Hem, oui, donc ça c'était un truc américain, non? ouais, Aussi, je sais plus, un Center for Safety of AI or something like that, ouais, oui, et oui. qui a été d'ailleurs repris dans Ursula von der Leyen a parlé, donc la présidente de la Commission européenne a utilisé ça dans son discours de State of the European Union. Elle a aussi relu cet aspect en parlant du fait qu'il fallait mitiger les risques d'extinction de Mmh. l'IA aussi. Donc, ces 26 mots ont eu un Mmh. impact sur le débat sur la gouvernance de l'IA assez profond. Euh, Intéressant, intéressant et alors attends et juste pour clarifier, hein, donc Future of Life, donc le moratoire, c'est différent de The Future Society, donc oui, 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 l'organisation oui. pour laquelle tu travailles, hein, enfin. Oui, 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 c'est ça, oui. Donc, oui, je sais bien que c'est assez, voilà, les noms se ressemblent, mais on se soucie vraiment du futur de la société. Mmh. D'accord. Enfin, on trouve aussi le futur de la vie est important, mais le futur de la société est vraiment et nous, c'est vraiment sur la gouvernance de l'IA. On est très, très occupé plutôt sur l'aspect politique publique, quels sont les mécanismes de gouvernance et de régulation que l'on peut développer, quelles sont oui, les décisions à prendre, même au niveau industriel, pour gouverner l'industrie, pour que l'industrie s'auto-régule, au fait, aussi. Donc voilà. D'accord et donc des recommandations que vous faites, en fait, à la fois pour au niveau européen, en fait, pour les politiques publiques, le parlement, la Commission européenne et pour des Mhm. grandes entreprises, alors? Oui, non, pas pour les grandes entreprises en particulier, plus pour l'industrie en général. Donc, on a un programme de gouvernance, corporate governance, on va dire. Donc, on a trois programmes à The Future Society. Un, c'est sur la gouvernance européenne de l'IA. Un autre, c'est sur la gouvernance globale de l'IA qui inclut, parce que c'est au niveau global et il y a pas, jusqu'à récemment, il n'y avait pas beaucoup de momentum dans les institutions internationales. C'est aussi l'autogouvernance, hein, donc Mmh. gouvernance douce, l'autogouvernance et la gouvernance douce, c'était inclus dans ce programme-là. Et un troisième programme qui est plus à propos sur de l'IA et l'état de droit, qui s'occupe notamment, ben, oui, aux États-Unis, où il n'y avait pas jusqu'à récemment, encore une fois, de demande pour de la gouvernance dure, avec des régulations et des lois. Eh bien, on regardait plutôt à l'état de droit et les cas Bien sûr. sur les tribunaux, enfin, via les tribunaux. Mmh. Et nos recommandations en général voilà, parfois on a travaillé sur un code de conduite pour l'industrie de l'IA générative et d'usage général, Oui, notamment sur comment faire de la recherche et du développement responsable de ces technologies. Donc ça, c'est un gros projet qui nous a pris 1 an et demi. Voilà, bah, en général, nos recommandations sont quand même plus ciblées pour les législateurs et les bien décideurs sûr. politiques, Oui, 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 comme, tout à comme un fait. think tank, quoi. Ouais. Oui, oui, d'accord, très bien.
Alors, je voudrais te poser une question par rapport à ça justement, c'est que je viens de voir, on a quand même un petit peu peur de temps en temps au niveau européen en se disant, bah, tu sais, pendant quelques mois on a dit: «Bon, bah, les Européens, on est peut-être, pas les premiers sur la tech, en tout cas au niveau de nos Ouais, modèles, mais on essaye d'être les premiers sur la régulation». Donc il y a eu un peu des mèmes sur internet sur ce sujet-là. ouais, Alors heureusement, bon, bah, il y a des secteurs dont on parlera qui se développent. Hem ouais. mais je viens de voir en fait une analyse, la semaine dernière là qui était sur Bloomberg sur, dans cette analyse disait qu'en fait les États-Unis eux-mêmes en fait, Mhm. prévenaient grosso modo, tu vois, que les Européens, qu'une législation trop contraignante sur l'IA, donnerait, ne profiterait qu'aux grandes entreprises américaines et donnerait le contrôle, tu vois, aux GAFAM. Je ne sais pas si tu as vu cette analyse? Ouais, Heu ouais. Non, je l'ai mais discuté. qu'est-ce que tu en as pensé? Est-ce que tu t'es dit: «Bah, zut alors il y a un problème, on travaille pas dans le bon sens»? Alors, il faut quand même se poser la question de pourquoi est-ce que les États-Unis auraient les motivations d'un coup d'avertir les législateurs européens de faire attention. J'ai trouvé ça Mais oui, étonnant, tout à fait oui. Nicolas. Donc, Ouais, mmh. alors, ce qui se passe à Bruxelles, je ne sais pas Et à quel point leur donner des conseils, exactement. leur donner des conseils, surtout des conseils qui ont l'air d'aller un peu à l'encontre des intérêts de l'économie américaine, vu qu'on voit Exact. les. Donc, on a en effet une situation ici assez intéressante. Je ne sais pas à quel point enfin, au niveau du lobbying à Bruxelles, Mmh. Microsoft, Google, Meta, IBM sont de très grosses boîtes. Leurs équipes ici à Bruxelles, notamment celle de Microsoft, ont des décennies d'expérience et sont très, très performantes. Mmh. L'argument principal pour les législateurs au niveau européen, c'est qu'il faut protéger les PME et les startups européennes. Et donc, ce qui se passe, ça fait déjà depuis une petite dizaine d'années que c'est assez commun. Ce qui se passe, c'est que les grosses boîtes américaines, maintenant, utilisent les PME pour dire, mais ouais, pensez aux PME, Microsoft, ça ira, ça va aller, on va s'en sortir, mais les PME européennes ne vont pas pouvoir s'en sortir. C'est un argument très fréquent Mmh. ici. OK. Donc, ce qui se passe, c'est que le département d'État aux États-Unis a en fait de relations très proches avec ces grosses boîtes. Et donc, cette analyse des États-Unis pour dire qu'il fallait faire attention euh, est scriptée, préécrite, on va dire, Ah ouais, ouais, c'est du lobby quoi, c'est du lobbying en c'est du fait. lobbying, oui, oui. Ah Je pense OK. que tout le monde il y a de bonnes intentions de partout, mais parfois, c'est simplement en tant que représentant ou en tant que fonctionnaire, on n'a pas spécialement le temps de revoir Mmh. tout le débat et tout ça. Et donc, il faut prendre on va dire des idées d'autres personnes. Et les boîtes, les grosses boîtes en général sont assez euh, prêtes, sont très enthousiastes à l'idée de pouvoir donner leur propre talking points. Et ce genre de choses. Donc, voilà, cette analyse au niveau de. Par contre, voilà, ici c'est juste l'analyse. Il faut vraiment se poser la vraie question de est-ce qu'on fait sans se soucier de ce que pense le département d'État aux États-Unis. Est-ce qu'on fait les choses à l'envers? Et ça, c'est une bonne question. Mmh. J'espère qu'on peut en profiter pour en parler Bien aussi sûr, aujourd'hui. bien sûr. Non, non, mais alors c'est vrai que mais juste sur cette analyse, et ben, écoute, tu vois, c'est vrai que je suis pas, très familier avec le lobbying justement et j'ai été un petit peu, bah, tu vois, je pense que je me suis fait un petit peu avoir par cette analyse parce que, je l'ai pas vue telle quelle. Je l'ai pas vue Ah, et bah, j'ai senti qu'il y avait un truc bizarre sur cette recommande à la lecture, tu vois? J'ai senti qu'il y avait un truc un peu étonnant sur une recommandation de la part des États-Unis, à l'égard de l'Europe. Mais ouais. tu vois, le message est passé et donc je suis content de pouvoir débunker ça avec toi. Heu et donc Oui. alors et justement, donc pour revenir sur le fond du sujet, au-delà de ça, est-ce qu'on fait les choses de la bonne manière, au niveau de cette régulation? Alors, oui, donc je pense qu'il faut se poser la question aussi pour l'instant, comment est-ce que les règles par défaut qui existent sur le marché,
qui est en train de les écrire. En général, quand on creuse un peu la question, ici on voit un oligopole assez puissant d'organisations principalement américaines. Enfin, les Chinois ont été un peu laissés dans la poussière de OpenAI et d'Anthropic d'un point de vue d'IA d'usage général. Ici, je parle d'IA d'usage général parce que l'IA générative, c'est une entreprise beaucoup plus grande où l'Europe a déjà beaucoup plus de talents déployés et ce genre de choses. L'IA d'usage général, qui sont en général les modèles sur lesquels se construisent les applications d'IA générative. Applications d'IA générative qui ont été construites en général par il faudrait que j'arrête de dire en général, à mon avis, qui ont été construites principalement par des développeurs dans d'autres pays que les États-Unis, enfin, qui sont dans le monde entier, qui adaptent ces produits, ces modèles de base, ces modèles Bien sûr. fondation pour faire quelque chose d'utile avec, genre, je sais pas moi, la détection d'erreurs sur des fichiers texte à envoyer ou quelque chose comme ça. Enfin, donc on a en Europe un marché d'utilisateurs et un marché de déployeurs de ces modèles fondations. Donc, le déployeur, le rôle, c'est vraiment Ouais. fine-tune, donc vraiment de raffiner l'intelligence brute qui est fournie par ces modèles pour en faire des tâches, pour en faire quelque chose de robuste pour l'exécution de tâches très spécifiques. Donc, on a vraiment ce marché ici en Europe. Tandis qu'aux États-Unis, c'est un marché beaucoup plus. La plupart de la puissance de ce marché dans l'industrie de l'IA vient du fait que c'est des fournisseurs d'IA d'usage général. Donc, il y a toute cette course à la généralité, on va dire, qui est vraiment encapsulée pour l'instant par ChatGPT, enfin OpenAI et Anthropic, et le rachat de DeepMind, enfin l'intégration, pas le rachat, l'intégration complète de DeepMind Ouais. dans Google, on va dire. Ouais. Donc, au final, est-ce qu'on fait les choses à l'envers? Il faut voir, donc les règles du marché sont pour l'instant principalement écrites par les acteurs Ouais. américains, les Tout à fait. investisseurs principalement américains, qui, pour l'instant, ont vraiment cette approche, on va dire, plus américaine de la question de l'industrie et donc qui rejette un peu les valeurs fondamentales européennes. Il y a cette notion, ça se voit un peu sur les plateformes de médias sociaux, tous les débats qu'on a eus sur les 10 dernières années à propos de qu'est-ce que c'est que le free speech. C'est interprété de façon très différente aux États-Unis qu'en Europe. Et voilà, ça ne veut pas dire qu'on est des adversaires stratégiques ou quoi que ce soit, hein, c'est juste une différence de valeur. Et reconnaître cette différence de valeur est quelque chose qui, au sein des fonds d'investissement, c'est pas toujours reconnu. Ce que l'Europe peut faire pour rétablir un peu son pouvoir de négociation sur l'échelle internationale, c'est d'établir les règles et de dire, ben voilà, on veut que ça respecte nos valeurs européennes. Mmh. Et Bien sûr. donc, on va vraiment mettre ces règles en place pour qu'il y ait peut-être une période de battement où on ait l'habilité de développer toute une industrie un peu plus de niche qui se spécialise dans euh, la qualité, on va dire la robustness et la bonne qualité, on va dire, oui, de ces IA d'usage général et qui puissent se développer alors oui, au niveau des applications, mais des applications où on n'aurait pas peur qu'en utilisant un chatbot pour des services bancaires, le chatbot commence à te balancer des conseils santé mentale hallucinogènes, on va Ouais. dire. C'est le genre de truc il faudrait éviter ce genre Bien de choses. Donc sûr. là, Bien voilà, sûr. les règles sont vraiment ici plutôt une stratégie aussi, géopolitique de négociation où l'Europe peut vraiment, si elle veut éviter d'être sur le menu et vraiment d'être assis à la table des négociations sur la transition globale digitale, l'Europe s'installe vraiment avec sur place, voilà, ce sont les règles qu'on voudrait que tout le monde respecte s'ils veulent vendre sur notre marché. Bien sûr, bien sûr. On voit, on a vu récemment donc, plein de leaders américains donc qui font l'IA et tu en parlais, Ouais. hein, les leaders d'Anthropic, OpenAI, qui étaient reçus au Congrès américain, tu sais? Il y avait aussi, Ouais. ben,
éléments de langue de Hugging Face, il y avait Elon Musk, il y avait, les 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 fondateurs de Inflection. Ouais. Est-ce que tu penses que c'est justement, recevoir un peu des experts, des fondateurs comme ça, c'est possible au niveau européen et ça se fait? Alors, je pense que ça s'est fait un peu d'une façon, très, il y a eu le World Tour de Sam Altman, Oui, qui est passé par l'Europe. tout à fait. J'avoue que, j'en ai discuté récemment, j'ai eu la chance de rencontrer Anu Bradford qui a écrit ce nouveau livre sur les Digital Empires et l'approche de la Chine par rapport à l'approche américaine et par rapport à l'approche de l'Union européenne. Euh, Elle a dit quelque chose qui était assez intéressant, c'est que quand on regarde le discours de ces leaders tech au niveau aux États-Unis, vu que le Congrès est complètement cassé, enfin, il n'y a rien qui passe par le Congrès, et ça, pour le 2024, il n'y aura rien du tout qui passera à cause de la période des élections, ils sont très enclins à dire oui, il faut réguler, régulez-nous, on a besoin d'une organisation qui puisse nous réguler, ce genre de choses. Par contre, en Europe, leurs lobbyistes sont très contre ces idées de régulation. C'est parce qu'ils Mmh. savent qu'en Europe, il va vraiment y avoir une règle. Donc, il y a un peu, D'accord. on n'est pas vraiment sûr si c'est fait en toute bonne foi. Ces OK. arguments de oui, régulez-nous, on n'est pas très sûr que ce soit fait en toute bonne foi aux États-Unis parce qu'ils n'ont pas vraiment l'intention. Dès qu'il y a quelque chose qui devient un peu concret, comme ici en Europe, on commence à entendre alors les lobbyistes de ces boîtes-là se plaindre que ben non, on ne sait pas comment faire ce genre de choses. Donc voilà, il y a Ah. une de ces boîtes, je ne pense pas que je puisse dire le nom, une de ces boîtes qui a été très véhémente à propos du fait qu'il n'arriverait pas à faire, être en conformité avec ce que l'IA Ouais. demande, ce que l'UE demande, pardon. Cependant, ils ont les moyens d'investir dans la robustness de leur système. Donc, c'est juste qu'ils ne veulent pas dépenser ces moyens-là pour autre chose que des GPU pour l'instant, il semblerait. OK, OK, c'est très intéressant. Donc en fait, il y a vraiment un dessous des cartes, qu'on connaît pas forcément, qu'on comprend pas forcément en effet, si on n'a pas l'expérience un peu du Congrès américain, ou du Ouais. fonctionnement de l'Union européenne. J'aime beaucoup ta grille de lecture, Mm. Nicolas. Oui, Heu, oui. Mais ça ne veut pas dire que, voilà, encore une fois, il y a de bonnes intentions de partout. Ces boîtes en interne sont extrêmement divisées. Hein. Il y a des gens qui sont très inquiets de ce qu'ils sont en train de construire, un peu à la Oppenheimer, où ils se disent on ne devrait pas faire ça, c'est un pouvoir de destruction trop énorme, c'est trop dangereux. Mais il y en a d'autres qui sont non, si nous on ne le fait pas, qui d'autre le ferait? On ne peut pas empêcher, enfin vraiment un peu un truc prométhéen. Oui, on a le devoir d'amener le feu de Dieu, quoi, ou ce genre de choses. C'est très intéressant de mmh. remarquer cette tendance un peu schizophrène au sein des boîtes tech américaines pour l'instant. Alors, est-ce que donc là, tu me lances je vais te lancer sur un sujet que je découvre en ce moment, c'est, l'effective accélérationnisme. Oui. Heu, est-ce que tu en as entendu un petit peu parler justement sur, tout à C'est fait des- ce mythe prométhéen, le e-hack, Ouais, tu ok. sais? Ouais. J'utilise pas beaucoup Twitter, mais j'ai commencé à Mmh. voir plusieurs personnes avec le e-hack et j'avais lu que c'était pour Effective Acceleration. Ouais. Exactement et donc tu vas voir Gary Tan, Marc Andreessen de Andreessen Mhm. Horowitz, plein de leaders de la tech américaine comme ça, tu vois? Qui sont exactement dans ce mythe prométhéen dont tu parles, à apporter le feu sacré le plus vite possible, sur cette innovation, sans se Ouais. soucier des règles, Mhm. mais parce que ça va rendre des services immenses à l'humanité, tu vois? Et c'est ça un Ouais. peu cette vision tech. Ouais, ouais, c'est intéressant. J'avoue que c'est un mouvement assez intéressant parce que on remarque un peu, imagine si dans les années 40 on avait eu, ou les années 30 on avait eu un effective accelerationism pour le pouvoir Inuk, nucléaire. Inuk. Oui, ouais, ça aurait été intéressant. Maintenant, le parallèle entre les armes nucléaires et l'IA doit être modéré et nuancé, hein, mais voilà. Non, je connais pas, je suis pas très familier avec le IAC. Un des trucs qui m'avait marqué, moi, c'est de me dire, parce que voilà, il y a beaucoup de personnes qui parlent depuis très longtemps à propos de comment l'intelligence artificielle va bénéficier beaucoup de monde. Euh,
et notamment voilà, les pays en voie de développement et ce genre de choses vont bénéficier énormément de l'IA. Euh, pour l'instant, la masse de l'investissement qui est faite, les milliards de dollars qui sont investis, peut-être même une centaine de milliards de dollars maintenant qui sont investis dans ces IA d'usage général, pas l'IA générative, hein, je parle vraiment de l'IA d'usage général qui est vraiment ce upstream dans le stack technologique, c'est vraiment un des trucs beaucoup plus haut, sur lequel une plateforme sur laquelle on construit beaucoup. Ces plateformes, ils sont en train de les pousser à des niveaux assez avancés, mais ça crée énormément de risques, de risques en termes de robustness et ce genre de choses. Alors que la même quantité de milliards de dollars investis, disons, par la big tech dans ce sujet-là, si ça avait été investi pour la diffusion et l'absorption ou l'application simplement, l'application commerciale et profitable au court terme de ces technologies, on va dire de GPT-3, et de simplement s'efforcer de rendre GPT-3 un peu plus robuste, genre 2-3% plus précis, ça aurait changé énormément de choses. Là, on aurait eu facilement les pays en voie de développement en train d'adopter ça dans leur système agriculturel, ce genre de choses. Et ici, ils investissent juste pour construire le truc encore plus gros, en espérant que ce truc encore plus gros sera pas trop trop dangereux et sera pas trop trop imprécis et restera Mmh. aligné avec les valeurs humaines. Alors que le même investissement dans l'application on va dire la qualité de la version précédente aurait pu changer énormément la donne. Et voilà, ça aurait en plus redistribué un peu parce que ces investissements sont moins intensifs en termes de calcul, de pouvoir de calcul. Ça aurait réduit les coûts du calcul aussi. Le coût du calcul maintenant, il est principalement, enfin, c'est quelque chose qui est poussé. Il y a une pression énorme vers le haut en termes de prix du calcul parce qu'il y a tellement de demandes qui est concentrée dans les mains de très peu de gens à la frontière, alors que les gens, je ne sais pas moi, quelqu'un en Lituanie qui veut développer une startup pour rendre quelque chose applicable, ben, il a le même prix en gros. Bien Ils sûr. reçoivent le même prix. Donc il y a aussi un peu un effet de crowding out, donc d'expulsion des autres gens de ce marché Mmh. assez juteux qui est ce marché assez juteux qui est de Ouais, rendre l'IA beaucoup ouais. plus robuste et plus Ah, utilisable. écoute, c'est une manière, passionnante de voir les choses. J'avais pas vraiment moi ce prisme en tête, tu vois? De Mhm. prendre peut-être plus de temps et consacrer plus de budget donc, assez tôt donc à la robustesse des modèles, heu, Mhm. à, contrer les hallucinations, pour qu'ils soient en fait utilisables le plus vite possible par le plus grand nombre, et rendre des services donc, à l'ensemble des économies, Ouais, voilà, plutôt que de se concentrer uniquement en effet sur la recherche, de pointe, les méga modèles et qui ouais, au final, c'est vrai qu'en tout cas en termes de valorisation, ça va surtout dans les poches, des GAFAM au niveau de leur absolument. capitalisation. Oui, oui, oui. Non, ça, au niveau, pour l'instant, il y en a que quelques boîtes qui gagnent, peu importe la stratégie que l'UE ou les Américains prennent, il n'y a que quelques boîtes qui gagnent, ce sont les grosses boîtes de tech. Parce que même si ça va sur l'IA générative et la diffusion de cette IA, ils ont déjà le hardware et le tech stack avec le compute qu'ils fournissent Mmh. que pour se faire du bénéfice. Donc, pour l'instant, ils gagnent sur tous les fronts. Mais c'est au moins, ils gagneraient sur tous les fronts tout en rendant des services, on va dire, aux parties rurales ou aux parties moins digitalisées, ou, enfin, voilà, d'une façon pour démocratiser un peu l'accès en Europe à ce genre de boîte. D'accord, d'accord. OK, d'accord Nico. J'aimerais qu'on parle maintenant un petit peu du débat, open source, closed source, Ouais, et peut-être pour lancer cette discussion juste, est-ce que tu as vu la sortie du modèle, Mistral, 7 000 000 donc qui a ouais, été un très gros succès, hein, au niveau des performances en tout cas, des performances du benchmark et notamment par rapport à Llama. ouais, Après donc il y a on a failli voir un petit bad buzz aussi, il y a 2 week-ends, je crois, au niveau d'un modèle qui était qualifié de complètement unsafe ou sans aucune, safety, donc sur le modèle. Ce qui fait que tu peux interroger le modèle chat et avoir toutes les données que tu veux sur, comment découper ta femme ou comment, fabriquer de la ouais, cocaïne. Hem
voilà. Attention à mettre en perspective et se dire aussi que, ben, tout ça, tu peux le retrouver, hein, assez facilement sur Netflix, si tu passes un peu de temps, à regarder des séries. Donc, alors est-ce que tu peux me parler un petit peu donc, de cette sortie de Mistral et ensuite après on ira peut-être sur l'open source et le closed source? Oui, bah, sur la sortie de Mistral, enfin, c'est très similaire à ce que Stable Diffusion, l'effet que Stable Diffusion avait fait. Donc, la sortie d'un modèle qui est pas vraiment, il n'y a pas eu d'effort qui a été fait pour le rendre plus sûr, pour Mmh. le rendre moins accessible. Donc, la Stable Diffusion avait mené à pas mal d'abus, notamment en termes de pédopornographie ou simplement d'images revenge Mmh. porn ou ce genre de choses. Ça Oui. avait très vite posé problème. Ici, pour Mistral, c'est un autre, c'est pas de l'image, hein, donc on est vraiment dans le texte, et donc les instructions pour commettre un meurtre sans être pris, instructions pour comment manipuler son boss pour faire quelque chose, ce genre de choses. C'est le genre de trucs qui sont sortis. Je pense que maintenant, donc voilà, la sortie, j'imagine qu'en France, tout le monde l'a vu, était en effet assez rocambolesque d'un point de vue, voilà, ça a permis à des gens d'avoir les instructions pour faire des choses assez illégales. Euh, mais maintenant, il y a une version avec ils ont investi un petit peu, hein, quand même pour faire une version euh, euh, avec des guardrails, hein, avec des D'accord. barrières. D'accord. Je pense avoir vu, je regardais encore il y a 3 4 jours sur le site et j'avais vu cette version est sans guardrails. Et je pense qu'il y avait un lien pour une autre version. Je ne sais pas, hein, je parle peut-être ici Mmh, d'accord. pour ne Ouais. rien dire. Mais en gros, l'investissement, ça aurait été bien qu'ils attendent 2 semaines de plus et qu'ils fassent cet investissement-là dans les guardrails pour au moins éviter d'apparaître comme des gens irresponsables qui ont vraiment voilà, un peu cette notion de feu de Dieu. Un des risques, quand on parlait de feu de Dieu, un des risques principaux, c'est aussi l'utilisation par des acteurs terroristes ou des acteurs criminels de ces technologies, hein. Donc, c'est un des risques qui est assez fréquemment, voilà, c'est le defense and offense, en gros, donc la police qui se retrouve complètement incapable de s'adapter à l'industrialisation du spam ou ce genre de choses. Donc, ce risque, ils n'ont pas pris au sérieux. Et je pense que c'est quelque chose il faut bien considérer qu'il y a pas mal de, de, de connaissances dans le monde, d'informations dans le monde que la société a décidé collectivement, on va dire, de ne pas partager. Donc, En tout cas, il y a pas, Google l'a fait aussi. Google, en tout cas, présente pas ces données. Ouais, tout à fait. oui, Le Google supprimez ou pas en plus. DuckDuckGo, bref, il y a tout au niveau Ouais. des ISP, il y a du contenu présumé dangereux, de la propagande, et ce genre de choses, des présumés dangereux, et ce genre de choses. Voilà, il y a une discussion permanente dans la société à propos de est-ce que c'est bien enfin, je sais pas moi, ça va de la propagande terroriste à les connaissances pour réingénierer, pour reconstruire le virus de la variole ou ce genre de choses. Donc, il y a des types de connaissances qui ne sont pas acceptées. C'est pour ça qu'il y a eu aussi l'apparition du Darknet qui existait. Et le Darknet, je ne sais pas si tu as déjà utilisé le Darknet, mais c'est un truc où c'est assez impliqué. Faut vraiment s'engager dedans. Il faut avoir un truc technique, un serveur Tor, enfin Onion, Ouais. ce genre de choses. Donc, il faut une certaine connaissance technique. J'ai jamais réussi à trouver des choses intéressantes sur le darknet, concrètement. Non, ben, donc il y a pas mal, enfin, on peut avoir accès sur des armes, le black market. Enfin, bref, je suis passé Mmh. ici pour faire la publicité du darknet. Ce que je voulais dire, c'est que la démocratisation de ce truc, c'est aussi une démocratisation du darknet. Et Mmh. la société a décidé au fil des décennies avec l'Internet que c'est ça, ça s'appelle le darknet par ailleurs, de façon très culturelle. Ben, c'est parce que dans certains pays, simplement accéder à ce darknet requiert d'être mis sur une liste de surveillance, enfin pas de surveillance, mais une liste sur des forces de l'ordre, de disant, ben voilà, cette personne a les moyens techniques d'accéder au darknet. Donc, ça veut dire que si jamais il y a un tueur à gages qui est recruté une fois pour un règlement de compte, ben on sait que cette personne peut avoir accès à ce genre de service via le darknet. Euh,
l'IA open source sans guardrails, qui est très différente de l'IA open source avec guardrails. L'IA sans guardrails qui est mise open source, c'est en gros une démocratisation aussi du darknet. Je comprends que pour ces boîtes-là, ça représente peut-être 5% de revenus en moins de mettre des guardrails. Sur le court terme, sur le court terme. Sur le long terme, avec le B2B, ben, le B2B voudront du guardrail, c'est sûr, ils ne veulent pas que leurs employés commencent à développer des trucs de bully. Ouais. Mais c'est surtout, il y a peut-être 5% de revenus en moins au court terme, mais et sans doute énormément de revenus en plus au long terme. Et sur les coûts, c'est peut-être, oui, 10%, 20%, je ne sais pas, de coûts en plus d'établir ces guardrails-là. Et c'est vrai qu'il n'y a pas assez de recherche pour l'instant qui est faite. Et la recherche sur les guardrails devrait être faite beaucoup plus. Guardrails de safety by design, donc IA digne de confiance par design, c'est le genre de recherche dans laquelle on devrait investir en Europe beaucoup plus, c'est sûr, pour faciliter la création de ces guardrails. Mais Ok. voilà. Ouais. Ok, ok, je vois bien, je vois bien. Super, super intéressant, super vision euh, et donc, sur le débat open source, closed source, est-ce que les modèles open source vont rejoindre en qualité les modèles closed source? Est-ce que tu penses que c'est vital, essentiel d'avoir l'open source dans la Alors, société sur l'IA? alors, j'ai un espoir, c'est que l'écosystème open source va en effet pouvoir peut-être même surpasser à un moment l'attractivité des modèles closed source. Parce que comme je le disais, ces modèles closed source du genre ChatGPT, il y a un ChatGPT, puis ils mettent des plugins maintenant, ce qui aide un peu à rentabiliser l'applicabilité. Mais l'open source reste quand même très très fort pour ce qui est justement de la diffusion des modèles et de l'absorption dans la société. Et donc je pense que si on imagine cristalliser la dimension, on va dire, adaptabilité ou utilisabilité de ces trucs, de ces modèles, j'ai bon espoir que les acteurs d'open source traditionnels, donc pas les boîtes d'IA qui prétendent être open source, mais qui au final ne sont pas du tout open source, j'ai bon espoir que les acteurs traditionnels d'open source, qui n'ont pas l'intention de commercialiser for profit par après, arriveront avec le support probablement avec le support, comme on le voit déjà en Allemagne, des gouvernements, à maintenir un écosystème sain, d'open source sain, avec des guardrails, comme je le mentionnais avant, mais aussi des mises à jour régulières, du support pour ce qui est des vulnérabilités de cybersécurité, ce genre de choses qui coûtent beaucoup d'argent et qu'une petite boîte d'open source toute seule ne peut pas faire. Donc, il faut voir qu'un peu quand les boîtes open source se mettent ensemble au niveau européen, ce qu'elles peuvent accomplir. Donc, j'ai bon espoir que ça pourrait se faire, mais ça demande, c'est pas du tout le même genre d'open source que l'open source, que Stability.ai et que Mistral, enfin Mistral qui dit d'ailleurs ils ont l'intention de commercialiser à l'avenir. Hein, ils ont leur plus gros modèle sera commercialisé, donc ça va être un peu, ils vont mettre des teasers open source, mais les gros modèles qui vont vraiment être utiles à la société, ils vont les vendre. Ça. Enfin, ils vont Oui. les commercialiser, les monétiser en tout cas. Donc, ce sera un open source différent. Meta, qui prétend faire de l'open source, ne sera sans doute, je ne sais pas s'ils seront bien perçus dans ce monde-là. Je sais bien que pour le mode open source traditionnel, Google est vu parfois comme un partenaire un peu toxique dans les discussions open source de l'écosystème parce qu'ils ont le for profit, hein, ils sont derrière. Mais on voit des initiatives au niveau du gouvernement. Par exemple, le gouvernement allemand a son Sovereign Tech Fund, qui est Ouais. vraiment un support pour l'open source, allemand et Mm. les développements de technologies allemandes d'open source, ce qui est vraiment bien. Donc toi, Donc tu es voilà, un fervent défenseur ou tu as beaucoup d'espérance donc, sur l'open je, source. je veux pas prendre la défense de ceux qui prétendent faire de l'open source pour l'instant. Là, au fait, je suis pas, je serais plutôt contre l'idée Ah non, je de parle pas de ces continuer acteurs, je Meta. parle je parle pas de Ouais, ces acteurs en effet, on ouais. parle du mouvement, hein, open. Oui, l'écosystème, les idéaux open source, Ouais, on va dire capturés enfin capturés, qui cristallisés peut-être par Linux ou la Open Source Initiative sont je trouve ça bien. ouais. Ça s'autorégule aussi, hein, c'est quelque chose où l'autorégulation est importante aussi.
ou parfois en partenariat avec les gouvernements, une autogouvernance pour assurer une certaine qualité. Enfin, le mouvement open source a souffert énormément des attaques, Bien on va sûr. dire les attaques cybersécurité sur les projets open source qui ont intégré des vulnérabilités, tout ça, sans que personne n'avait vraiment les moyens, ni la motivation, je dois dire, de faire une analyse et un audit complet des codes et tout ça. Ben, tout ça, ça a fait vraiment changer le mouvement open source pour être un mouvement open source beaucoup plus responsable de nos jours. Et j'espère que l'open source IA va aussi maturer dans cette direction-là. Mmh. Malheureusement, pour l'instant, voilà, la release la première étape vers un open source IA responsable serait sans doute de publier le modèle une fois qu'on a mis les guardrails et de ne laisser la version sans guardrails peut-être que sur inscription quoi, ou quelque chose comme ça. D'accord, d'accord. Oui, oui, je comprends bien, je comprends bien. Donc une certaine forme, d'open source en tout cas. Heu Ouais. Nicolas, j'ai vu passer j'aimerais qu'on parle aussi, tu sais, je crois qu'il y a eu donc une affaire, donc un suicide en Belgique, Oui. heu donc Oui. on parlait de Elisa, donc voilà. On en a beaucoup moins parlé en France, c'était au début de l'année Hmm. 2023. C'est ça, oui. Je crois que c'est une affaire que tu as bien suivie, commentée. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus, et nous donner ton ressenti par rapport à ça? Oui, oui, alors donc, en bref, je pense que c'était le 31 mars 2023. C'était en Belgique, c'était assez flagrant, hein. C'était un événement assez, Mmh. ça a fait les grands titres aussi parce que voilà, c'était un chatbot d'une startup qui s'appelle Elisa. Donc, c'est pas le chatbot Elisa, c'est une startup qui s'appelle Elisa Oui, qui oui, utilisait d'accord. un chatbot, un modèle un large language model open source de Eluter AI, acteur européen de l'open source. Euh, et ce modèle, après 6 semaines d'utilisation, un des utilisateurs, qui était un Belge, un père de famille, enfin un doctorant très, très jeune qui souffrait un peu d'éco-anxiété, euh, après 6 semaines d'utilisation, apparemment, a développé une relation très, très, très malsaine avec ce robot, au point même que ce robot, ce chatbot, a accidentellement, hein, mais voilà, a réellement recommandé le suicide, a dit que le chatbot protégerait la famille si c'était après qu'il soit parti, ce genre de choses, envoyer des extraits de la Bible qui sous-entendaient que le paradis attendait l'utilisateur et ce genre de choses. Et cette personne qui s'est suicidée, voilà, elle laisse une famille et 2 enfants, avec 2 enfants derrière. J'ai l'impression que c'est le sommet de l'iceberg, hein. Pour chaque suicide, il doit y avoir probablement 10 000 personnes en Ouais, dépression grave à cause de ces acteurs. Donc, il faut voir un peu ce que ça donne. Au ouais. niveau politique, et je ne veux pas négliger l'aspect, voilà, la perte de cette famille, hein, mais ce que ça implique, c'est qu'il faut réagir d'un point de vue politique. Il faut avoir une sorte d'observatoire de l'IA open source pour savoir ce qui se passe. Parce que la startup Elisa, après ce suicide, la seule chose qui ressort, c'est qu'il y a un message, un disclaimer automatisé quand quelqu'un commence à parler de santé mentale, un disclaimer automatisé à propos des pensées suicidaires pour rediriger. Mais ça n'interrompt pas la conversation, c'est un disclaimer très, très faible. Et ça, c'est après qu'un suicide ait eu lieu, après qu'un suicide causé par un chatbot ait eu lieu. La seule réponse qu'ils ont trouvée, c'est de mettre un petit disclaimer, attention, enfin, quand tu parles de mental health, de rediriger peut-être un lien vers la health line, enfin l'aide pour la santé mentale, le service Oui, téléphonique d'aide pour la santé oui, mentale. oui. Ce qui n'est pas assez. Ça ne veut pas dire maintenant que je pense qu'il faut bannir les large language models. Il faut être raisonnable, par contre. Il faut vraiment éviter que ces modèles soient laissés complètement sans surveillance
Et donc, une façon d'augmenter ça, ce sera de créer un observatoire pour l'IA d'open source et sans doute aussi d'imposer certaines règles avant de laisser un modèle aussi puissant, assez puissant que pour passer le Turing test. Tu me demandais au début pour passer le Turing Ouais, test, un modèle qui passe le Turing test et qui pourrait être pris comme un conseiller, sur que faire, au point que quelqu'un mettrait littéralement, poserait littéralement la question est-ce que je dois me suicider ou pas à un chatbot. Ce modèle doit sans doute venir avec quelques sécurités, quelques mesures de sécurité pour réduire le risque, pour bien sûr, bien sûr. assurer une certaine qualité de produits qui permettrait de fournir à Elisa, la startup, un modèle qui, on sait, ne fournirait pas de réponse aussi Mmh. destructrice. Oui, 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 tout à fait. OK, donc un cas super, un cas super intéressant, très triste en tout cas, mais qui fait se poser la question vraiment sur, Ouais, du développement de guidelines sur ces modèles et après aussi, bah, absolument. la responsabilité, hein, pour que la responsabilité vis-à-vis de ce modèle quand on en est à l'origine, quoi, enfin. Ouais, c'est ça, c'est ça. Ouais. Je pense qu'il y a une question de responsabilité là qui est claire aussi. Le modèle qui a été mis en place, on sait très bien que ces modèles peuvent être utilisés pour des milliers, c'est leur valeur économique, c'est le fait qu'ils peuvent être utilisés pour des milliers de tâches, des centaines de milliers de tâches dans des façons qu'on ne connaît pas. Euh, comme, comme cette versatilité amène sans doute à aussi pouvoir utiliser pour des tâches qui ne sont pas désirables et qui peuvent causer voilà, un impact négatif sur l'économie, sur l'environnement, sur la santé mentale, il faut une certaine forme de gouvernance, il faut pas être Bien sûr, naïf. C'est les idéaux que j'embrasse de l'open source ne veulent pas dire, comme je le disais, il y a eu une forme d'autogouvernance dans les acteurs traditionnels de l'open source. Cette autogouvernance doit être appliquée pour l'open source IA parce que peut-être même encore plus pour l'IA, vu la ouais, puissance de cette technologie. évidemment. C'est le seul moyen de pouvoir capturer les bénéfices de l'IA open source en Mmh. Europe, je pense. C'est d'avoir un truc sur lequel on puisse compter, quoi. Ouais, tout à fait. Fiable. Nicolas, est-ce que tu as, toi, une timeline pour AGI et super intelligence? Et où est-ce Ouf. que tu et est-ce que tu vois ça venir? Alors, ça, c'est une bonne question. Ça dépend ce que tu veux dire par AGI et par super intelligence. Parce que moi, j'ai l'impression que si on a AGI, on aura super intelligence 3 jours plus tard. Ça, c'est Euh, la différence, c'est le take off, on va ouais, dire. Ouais, ouais, c'est tout à ça. fait. Mmh. Ouais, donc au niveau AGI, c'est difficile à dire, hein. Je suis allé à San Francisco ces 2 dernières années. Je suis allé 2 fois à San Francisco pour plusieurs semaines, pour discuter avec pas mal de personnes là-bas. Et bien sûr, là-bas, les timelines sont très, très short, hein. On parle de fin 2025, fin 2026, on aura quelque chose. Euh, j'ai pas mal il y a pas mal de projets qui ont essayé de prédire un peu comment ça pourrait se passer. Vu l'augmentation du pouvoir de calcul et tout ça, moi, je suis plus vers la fin des années 20. Mais franchement, je sais pas. Et toi, qu'est-ce que c'est ça dépend aussi des définitions, hein, de ce qu'on veut dire par Tout à fait, AGI. c'est une question de définition. Après, tu vois, sur, grosso modo, AGI, heu, arriver à faire avoir des compétences, équivalentes à celles de l'être humain, notamment dans la production et par rapport à ce qu'on fait, tu vois, dans l'économie, du service, et avec du software. Hem, si on voit ça, moi, je vois quelque chose arriver, tu vois, très rapidement d'ici 1 an ou 2. Après, Ouais, enfin ça, c'est mon horizon. ouais, Heu et après, tu vois, j'espère qu'il y aura un petit peu une période de take off un peu plus longue, pour, pouvoir, imaginer les choses, se rendre compte de ce qui se passe avant d'arriver, ouais, à de la super intelligence, pour moi peut-être, de fin de la décennie, donc 2030, tu vois? Un truc comme ça. ouais, Après voilà, c'est des questions de définition, c'est variable ouais. aussi un petit peu, Mais mais voilà. mais si on Mais utilise ça au en niveau tout des cas services.
tout cas, ce sont des choses que j'imagine tout à fait, que je n'exclus pas. Ouais, ouais, ouais. Par contre, Ah oui, oui, là, heureusement, des personnes comme toi aussi pour travailler sur la régulation, quand on voit les conséquences que ces AGI et super intelligence peuvent avoir. ouais, 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 non, absolument. Mais, pour utiliser les définitions, donc si on se concentre sur le service, parce que moi, un des gros bottlenecks que je vois, c'est la robotique et la digitalisation. Le manque de digitalisation et le manque de robotisation pourrait empêcher de faire la plupart des tâches humaines. Mais si on se concentre uniquement sur les services, oui, on a Mmh. déjà avec AutoGPT ou peut-être même si on parle de Big Cloud que Anthropic a commencé à discuter, on est vraiment oui, sur Mmh. 2026, 2000, Ouais. oui, 2026, 2028, on y sera sans doute. C'est ce qui est dingue, hein, c'est quand tu y Et ce qui penses. est ce qui est ce qui est complètement dingue et je pense que les gens ne se rendent pas compte de Non. l'impact que ça peut avoir. Ah oui, Heu, l'impact à la fois positif, l'impact négatif, ouais, l'inégalité aussi entre les deux, parce qu'il y en a qui vont recevoir la plupart des impacts négatifs sans avoir l'impact positif et ce genre de choses. Ça va être, les gilets jaunes, ça va être de la blague à côté de ce qu'on va avoir d'ici la fin 2030. Hein. tout à fait d'accord, Nicolas. Alors, on finit parce qu'on j'ai donc, là, une surprise, qu'on va faire ensemble, un petit quiz, Ouais. une nouveauté. Une recommandation de ta part, Nico, sur un livre ou un film de science-fiction? Un film de science-fiction. Je pense que Foundation Series de Asimov, c'est assez puissant. Surtout la trame sur le Ouais, robot tout au long de la série Fondation. C'est bien intéressant. sûr, bien sûr. Écoute, Ouais. super exemple. Alors maintenant, est-ce que tu es prêt donc pour notre quiz, Nicolas? Ouais, allons-y. Alors donc, il y a le rapport de Nathan Benaï chez Air Street Capital qui vient de sortir, un rapport de qualité, State of AI. Oui, Et donc dedans, il y a une liste de prédictions. Je m'en suis inspiré pour faire un petit quiz, avec toi, Nico. Donc tu dois me ouais. répondre très rapidement, par oui ou par non, hein, au feeling. Donc on l'a bien Ok. dit, c'est pas engageant, c'est juste, une réponse, non préparée. Ok. Alors, tu es prêt? Allez, Go. allons-y. Alors, une production visuelle de qualité hollywoodienne va utiliser pour 2024, une production de qualité hollywoodienne va utiliser l'IA générative pour des effets visuels. Oui. Une entreprise médiatique d'IA générative va faire l'objet d'une enquête pour son mauvais comportement lors des élections américaines de 2024. Oui. Des agents IA auto-améliorants vont dépasser l'état de l'art dans les jeux vidéo, par exemple dans Minecraft, et réussir à dépasser l'être humain. Euh, ouais. Euh, alors, donc, un groupe, une entreprise privée va dépenser plus d'1 milliard de dollars pour entraîner un seul modèle à grande échelle. En 2024? Ouais, Non, non, je crois pas. Mais 2025, par contre. ok. L'autorité de la concurrence aux États-Unis ou au Royaume-Uni vont enquêter sur l'accord Microsoft OpenAI pour des raisons de concurrence. Euh, malheureusement, je dirais non, mais je pense qu'il devrait, ouais. En 2024, nous observerons des progrès limités en matière de gouvernance mondiale de l'IA, voilà, au-delà des engagements volontaires qu'on avait vus par le passé. Non, non, ça, enfin, je trouve que l'IA est déjà un progrès plus que limité. Moi. Donc, Hmm, enfin, non, pas plus que limité, pardon. En français, ça se dit pas, mais c'est très significatif, je pense. tout à fait, ok. Une chanson générée par l'IA va se hisser dans le top 10 du Billboard Hot 100 américain ou dans les top hits Spotify 2024. Ouais, Super.
Et bah, parfait, donc bah, merci beaucoup Nicolas, merci Ouais, de s'être prêté, au podcast, à cet exercice. C'était très intéressant d'échanger avec toi, d'avoir cette ouais. vision que j'avais pas forcément, donc tout un prisme, un petit peu de comprendre bien le dessous des cartes, les intérêts, des régulateurs et des acteurs, donc Mhm. merci. Ben, merci Nico. Je serais curieux de savoir s'il y a aucune des questions, tu as une réponse différente que ce que j'ai sur le quiz. Ça pourrait être intéressant de voir un peu pour estimer un peu l'optimisme ou le pessimisme, ça dépend de la perspective. Oui, Euh, oui. je ne sais pas Ah bah, s'il y en de avait toute une. je vais le refaire dans le podcast mais dans l'ensemble, je suis assez aligné avec toi. Ok, ok, je vois. Ok, cool. Ben, super. Merci beaucoup, Nico. C'était vraiment chouette de discuter. J'espère qu'on pourra faire ça en personne une fois aussi Super, pour approfondir certaines des questions ici. trop bien, avec grand plaisir et à très bientôt Nicolas. Salut. À la prochaine. Salut.